Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire sur la nouvelle réglementation européenne des productions animales biologiques qui est organisée par le réseau des chambres d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le réseau des agriculteurs bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir donc Bio de PACA et ses agribio départementaux. Alors, nous remercions chaleureusement Gilles Billon de Bureau Veritas d'avoir accepté d'être l'intervenant de ce webinaire. Alors, donc, étant donné que nous sommes assez nombreux pour des raisons de qualité de son et d'image, je vous demanderai, s'il vous plaît, de maintenir vos micros coupés et vos caméras aussi, sauf pour ceux qui interviennent. Pour que ce soit plus efficace aussi, on préfère que vous posiez vos questions par le chat. Et il y a Colline Bourru de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes qui est là, qui peut peut-être se montrer à la caméra, ainsi qu'Agnès Saral d'Agribio 06, qui sont là toutes les deux pour regarder vos questions et puis les faire passer à Gilles. Et enfin voilà, elles se débrouillent pour les regrouper et les poser au bon moment pour pas qu'ils soient coupés en plein milieu. Donc, sachant qu'il y a certains d'entre vous qui ont posé des questions déjà au moment de leur inscription, donc on les a déjà, donc Gilles va essayer de déjà y répondre. S'il y en a certaines qui sont oubliées, voilà, n'hésitez pas à les reposer. Et voilà. Donc c'est tout. Moi, je laisse la parole à Gilles. Oui, alors, je ne vais pas préciser, pardon, par rapport au webinaire précédent, là, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et Gilles y répondra au fur et à mesure, et non pas à la fin, comme on a fait précédemment. Voilà, donc je laisse la parole à Gilles. Merci à toi. Merci à Bio de Provence pour votre invitation et puis notre collaboration à ce webinaire. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le plus clairement possible les évolutions des règles de production animale biologique depuis le 1er janvier 2022. Il est donc nécessaire en effet d'être bien concentré parce que vous allez voir, il y a pas mal de points qui seront abordés tout au long de ce webinaire. Et dans l'idéal, c'est en effet, je préfère que vous puissiez poser via l'intermédiaire de Colline directement vos questions pour que je puisse y répondre au fur et à mesure des slides. Donc voilà, je vais démarrer. Donc tout d'abord, peut-être un point rapide sur où vous pouvez vous procurer donc les textes réglementaires. Donc il y a bien sûr le site de l'INAO, la page en agriculture biologique de l'INAO qui vous permet de consulter l'ensemble des textes réglementaires qui sont parus depuis le 1er janvier, bien sûr. Et nous avons chez Bureau Veritas également proposé une page spécifique dédiée à cette nouvelle réglementation où il sera possible pour vous de consulter l'ensemble des textes, mais également donc un certain nombre de supports comme des tableaux de comparaison, des fiches techniques qui vous permettent de synthétiser les nouvelles exigences réglementaires. Donc c'est tout un tas d'outils qui vous permettront de vous accompagner au mieux dans ce nouveau contexte réglementaire. Donc, le règlement bio 2022, la page bio dédiée Bureau Veritas. Premier point de ma présentation, c'est la structure du règlement. Alors, je suis obligé de passer par ce point-là pour vous donner en fait une idée plus précise de ce qu'est l'architecture réglementaire depuis le 1er janvier et que vous puissiez bien comprendre dans le contexte dans lequel vous évoluez. Alors, pourquoi un nouveau règlement? D'abord, dans un premier temps, c'est donc de nouveaux objectifs. C'est vrai que le nouveau règlement 2022 fixe de nouveaux objectifs par rapport au précédent, à savoir il donne des grands principes, des nouveaux principes que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent, comme par exemple la protection du climat et de l'environnement. Ce sont des principes qui sont actés dans les considérants
donc dans les éléments politiques du nouveau règlement. Donc c'est vraiment une avancée par rapport à avant, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas cette notion de protection du climat et de l'environnement. Voilà, ça c'est un point que je voulais souligner. Vous avez également de nouveaux champs d'application. Là, j'ai listé dans ce diaporama les nouveaux champs concernés. Donc vous avez la cire d'abeille, les huiles essentielles autres qu'alimentaires, les peaux brutes et non traitées, le sel marin, les bouchons de liège, etc., etc. Donc là, vous avez une liste de nouveaux champs d'application qui viennent se rajouter à ceux qu'on connaissait actuellement. Alors, sachant que il est également, vous aurez également les lapins et les cervidés. En fait, dans la partie production animale, vous avez donc les lapins et les cervidés qui était un règlement national français qui remonte au niveau européen. Et également la même chose pour les poulettes. Donc voilà, ce sont les nouveaux champs d'application. Un autre objectif du nouveau règlement, c'est l'harmonisation des pratiques entre États membres via les fréquences de contrôle, la certification du groupe d'opérateurs, la suppression progressive des dérogations. C'est une des objectifs de la Commission européenne, c'est de réduire les modalités d'application du règlement entre États membres. Une meilleure également gestion des risques et de contamination des produits bio et une meilleure précision des règles de production. Et dernier point également, ça va toujours dans le sens d'une meilleure protection des produits bio-européens, c'est un renforcement des règles d'importation à l'étranger. C'est-à-dire que l'on va appliquer pour les pays tiers à l'Union européenne les mêmes règles, le régime de la conformité aux pays exportateurs de produits bio vers l'Union européenne. Jusqu'à présent, on avait des cahiers des charges équivalents au règlement européen qui pouvaient être reconnus par l'Europe et dont les produits bio en provenance de ces produits pouvaient être importés sans contrainte particulière. Dorénavant, et dans les 3 ans qui viennent, il va y avoir une obligation pour les pays exportateurs de se conformer stricto sensu aux mêmes règles, avec les mêmes listes de produits, les mêmes contraintes que les pays bio de l'Union européenne. Donc ça, c'est dans un souci donc d'harmonisation et de renforcement des règles de contrôle. Alors, au niveau du règlement, l'architecture du règlement, donc jusqu'au 31/12/2021, vous aviez le règlement bio se composait de 3 règlements, le 834, le 2007, le 889/2008 et le 1235/2008. Donc depuis le 1er janvier 2022, vous avez un seul règlement, donc le 2018-848. Donc c'est un règlement qui a été adopté en 2018, hein, c'est l'année d'adoption du nouveau règlement. Et dans ce règlement, vous retrouverez donc 124 considérants qui sont les principes donc de la production biologique selon les règles établies par l'Union européenne. Vous avez 61 articles qui précisent donc les règles de production et 6 annexes. Donc ça, c'est le règlement cadre du règlement, du nouveau règlement s'articule à travers ces trois parties. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des actes secondaires qui viennent amender le texte de base. Donc, ce sont des règlements soit délégués ou d'exécution. Alors la différence entre un règlement délégué et d'exécution vient de la partie procédure de validation des textes. Hein. Donc il n'y a pas ce sont des règlements techniques pour les deux types de règlements, sauf que la voie pour les adopter est différente de l'un à l'autre. Hein. Donc c'est vraiment à votre niveau, vous n'avez pas à vous soucier, ça reste des actes secondaires, ça reste des règlements d'application qui viennent seconder, donc qui ajoutent, complètent ou modifient le règlement de base 2018-848. Et il est important de vous rappeler que pour avoir l'ensemble de la bonne compréhension des textes, il est indispensable de lire tous les règlements, à savoir le règlement de base, le 848, et les actes secondaires. Parce que le règlement de base n'est pas consolidé avec l'ensemble des actes secondaires. Donc, il est nécessaire d'avoir les deux en tête. Donc, je poursuis. Donc, par exemple, ici, quand je décompose le règlement de base 848, vous avez au niveau des articles, par exemple, si je suis éleveur de production animale, je vais aller dans le chapitre 3, lire la partie règles de production, qui elles-mêmes vont me renvoyer sur l'annexe 2 par rapport aux règles de production détaillées. Et dans les règles, dans l'annexe 2, vous aurez des parties associées
aux productions animales. Donc, il y a une déclinaison qui s'applique. Donc, il faut que vous ayez en tête cette nouvelle architecture quand vous cherchez des précisions sur telle ou telle règle de production. Donc, il faut avoir en tête la schématisation de ces nouveaux textes. Et viennent ensuite donc les actes secondaires qui viennent compléter le règlement de base. Et ici, je vous ai présenté ce qui est déjà sorti, donc ce qui est déjà en fait qui a été voté et mis en application depuis l'entrée du texte de base. Donc, il y a déjà donc en ce qui concerne les actes associés à la production, vous avez donc 8, si je compte bien, actes secondaires qui sont venus compléter le règlement de base. Et donc, il est nécessaire, bien sûr, d'avoir en tête, donc vous retrouverez par exemple dans certains actes secondaires la liste des produits relatifs donc aux produits utilisables en bio. Hein, c'est le cas de le règlement 1165 hein, que vous avez ici avec les différents annexes relatifs aux engrais, amendements, produits phytopharmaceutiques, produits de nettoyage, etc. Donc, vous avez vraiment le contenu technique du règlement qui se trouve dans ces actes secondaires. Alors, je poursuis. Alors, pour vous aider justement, parce que on peut dire que la nouvelle architecture réglementaire ne simplifie pas beaucoup la lecture hein, des textes, hein, parce qu'aujourd'hui, on passe de 3 textes finalement à un texte de base, secondé par plusieurs dizaines de textes secondaires. Donc, ça facilite pas forcément la lecture par rapport à avant. Donc, pour vous aider dans le cadre de cette application du nouveau texte, vous avez un guide de lecture hein, qui existait déjà auparavant, mais qui a été mis à jour avec les références à la nouvelle réglementation. Donc, un guide de lecture qui est donc disponible sur le site de l'INAO également, sous un format tableur avec des recherches par mots-clés au chapitre. Donc là, vous pouvez vous aider dans le cadre de ce guide de lecture et taper directement les mots-clés qui vous intéressent pour chercher la bonne interprétation des textes. Alors, vous avez même à ce jour un guide de lecture sur format Excel. Associé à ce guide de lecture, vous avez des notes de lecture. Alors, les notes de lecture, ce sont des textes qui ont été rédigés par l'INAO et les professionnels et qui vous aident, au fait, sur des points précis à avoir l'ensemble de la validation, l'ensemble de la lecture. Donc, il y a souvent beaucoup de contenu technique dans ces notes de lecture. Alors, je vous ai mis ici les notes de lecture qui sont actuellement en place. Hein. Vous avez une note de lecture sur le calcul des unités d'azote, sur la réglementation pour les arômes, sur l'utilisation de la cire, les modalités de conversion des animaux d'élevage, les déchets ménagers compostés fermentés, les guides d'étiquetage des denrées bio, la distribution, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment également là aussi beaucoup de contenu technique. Autre outil complémentaire à votre disposition et donc nécessaire à la bonne compréhension des textes. Donc là également, vous avez deux outils, donc un guide de protection des cultures utilisables en France en agriculture biologique. Vous retrouverez toujours sur le site de l'INAO les notices d'utilisation et les fiches récapitulatives des produits entrants-sortants, utilisables en bio concernant donc les guides les produits de protection de culture. Et dernière liste également à votre disposition pour la partie pour les domaines vitivinicoles, c'est la liste des intrants œnologiques utilisables en bio, toujours avec une notice d'utilisation. Voilà, donc je vous rappelle que ces textes sont à télécharger sur le site de l'INAO. En ce qui concerne l'évolution du cahier des charges français, donc il y a toujours un règlement français sur le mode de production biologique et le cahier des charges français intègre les règles de production qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par le règlement européen. Donc, vous retrouverez dans le règlement français les modes de production biologique des escargots, des autruches, des cailles de chair, des lamas et des alpagas. Vous avez également donc les dispositions laissées à l'initiative des États membres. Donc le règlement national français est toujours en place avec la nouvelle réglementation, mais a évolué du fait que, par exemple, vous ne retrouverez plus les lapins, les modes de production des lapins et des poulettes qui, eux, sont remontés dans le règlement européen.
Un autre règlement, c'est national bio, c'est le règlement, c'est le cahier des charges restauration qui reste en l'état en fait, hein, qui reste à un niveau national parce que c'est toujours pas couvert par le règlement européen et qui est maintenu en l'état au niveau français, au niveau national. Et dernière situation, c'est le cahier des charges pet food, donc le cahier des charges pour les aliments pour animaux de compagnie, qui lui a été abrogé depuis le 31/12/2021. Donc les pet food sont rentrés donc, également dans le champ d'application du règlement européen. Donc là, encore une fois, c'est un champ d'application qui ne s'applique plus au niveau national. Alors, je fais peut-être une petite pause pour pouvoir répondre directement aux questions sur l'architecture réglementaire. Est-ce que vous avez des questions alors, parce que du coup, moi, je n'ai pas accès au chat directement. Non, je crois pas. Colline, je crois que tu as voulu parler, tu n'avais pas ton micro. Je crois qu'il n'y a pas de questions sur la structure du règlement, Gilles. Hein, Colline, tu confirmes? Il me semble avoir une bulle sur les poulettes, là. Je sais plus. Non, Ouais. Oui. Bon, sauf si tu veux en parler maintenant. Mais... Ou je poursuis si vous souhaitez, dans ce cas. Ok. Personne qui m'entend. Si, ça y est, Colline, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Ça y est, ouais. Ah, ok, bon, bah désolé, je parlais toute seule, ça marchait pas tout à l'heure. Bon, bah tant mieux, moi je sais que je pourrai intervenir prochainement, mais effectivement, pas de questions sur la partie réglementation. Et peut-être, Gilles, est-ce que tu voudrais continuer et peut-être allumer ta caméra, comme ça sera un peu plus convivial au niveau de la présentation. D'accord. Oui, merci, Et Colline. puis on reposera la question sur les poulettes au moment de la partie un peu plus. Est-ce que vous me voyez? Ouais, très bien. Bien. J'existe Ouais, vraiment. c'est plus sympa quand même, ouais. Sinon, on a l'impression de parler à un écran. Très bien. Alors, je poursuis donc avec cette fois-ci le contenu relatif aux évolutions des productions animales et les modalités de gestion des dérogations à partir de 2022. Alors, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, la majorité des dérogations prévues dans le règlement donc sont la gestion et du ressort revient à l'INAO. Jusqu'à présent, on avait les OC pouvaient donc venir valider les dérogations relatives donc aux semences, bien sûr, mais également aux achats d'animaux dans le cadre des 10%, des 20%, des 40%, au cadre de la gestion des opérations menées sur les animaux, comme les cornages, les pointages, etc. Donc, depuis le 1er janvier 2022, il faut savoir qu'un certain nombre de dérogations sont soumises à l'approbation de l'INAO. Donc, cela, ça renforce en fait le rôle de l'autorité compétente en matière de dérogation. C'est un des choix qu'a fait l'Union européenne pour la gestion des dérogations et la maîtrise des dérogations. Alors, du coup, comment ça se fonctionne en fait? Il faut savoir que donc depuis déjà plus d'un an, en fait, vous avez une plateforme en ligne qu'a mis en place l'INAO et qui va être renforcée en 2022, cette année, avec un certain nombre de nouvelles dérogations qui vont passer par ce service de dérogation en ligne. Alors, je vous ai mis sur le diaporama donc l'adresse pour aller sur ce site et ce moteur de ce site en ligne qui a été mis en place. Et donc, il faut savoir que il sera nécessaire de passer par cette plateforme pour toutes les demandes, notamment de réduction de période de conversion des parcelles. Jusqu'à présent, c'était les organismes certificateurs qui venaient valider le passage direct ou la réduction des parcelles. Là, ça va passer donc par également l'approbation de l'INAO et la nécessité de saisir en ligne la demande. La gestion également des animaux, tout ce qui est de l'ordre de l'écornage et pointage, pose d'élastique au queue mouton, par exemple, ce sera donc là, encore une fois, ce seront des dérogations qui seront établies au cas par cas
par l'INAO. Donc, ce sera plus comme on avait jusqu'à présent un formulaire général dans lequel les exploitants décrivaient les opérations qu'ils faisaient sur les animaux. Donc là, il sera nécessaire de faire des dérogations donc qui seront individuelles et au cas par cas. Donc ça renforce également le critère de la dérogation et les critères d'octroi de la dérogation. Troisième point également qui remonte avec une validation de l'INAO, c'est les achats d'animaux non bio. Donc là, encore une fois, tout ce qui est dans le cadre des achats de reproducteurs, dans le cadre des 10%, des 20% ou des 40% lorsqu'il y a une extension importante du troupeau, va passer par une demande en ligne également. Donc, dernier point, la partie mixité des cultures pérennes. Donc, la demande sur 5 ans, c'est pareil. Donc, il va falloir passer par le SVE et la dérogation attache des bovins. Et concernant donc les produits transformés, la demande pour l'introduction d'ingrédients non bio se fait également toujours par cette voie-là aussi également. Alors, la seule dérogation qui sera gérée directement par les OC restera de celle concernant donc les matières de reproduction végétative et les semences utilisées en non bio. Donc, toujours via la plateforme actuelle semence-biologique.org. Donc ici, on vous présente le schéma global de la SVE. Donc, le producteur fait sa demande en ligne de la dérogation. L'OC complète la demande, éventuellement, par les dossiers, parce qu'elle connaît le dossier, elle suit le dossier et donne son avis sur la demande de dérogation. Donc, dans ce cas-là, l'instruction poursuit son cours et est validée par l'INAO pour un retour auprès du producteur. Alors, à ce jour, les demandes, il n'y aura pas de demande à faire pour les animaux, les achats d'animaux issus de races menacées d'abandon. Et pour les apiculteurs, il n'y a pas de demande aussi demandée pour les achats de rennes ou des essaims non bio. Et tant que la base de données nationale n'est pas opérationnelle, hein, vous aurez également, comme à l'instar de ce qui se fait pour les semences, il va y avoir une base de données nationale mise en place pour les achats d'animaux biologiques ou non biologiques dans le cas présent. Donc cette base est en cours de finalisation. C'est une base qui est en cours de construction par l'organisme FIBL et qui n'est toujours pas opérationnelle à ce jour. Donc, tant que la base n'est pas à jour, il n'y a pas de demande, rien ne change par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est toujours possible d'acheter sans demande de dérogation, du moins, donc par la voie en ligne. Mais une fois que la base sera mise en place, il sera nécessaire également là de faire votre demande. Et dernier cas dans lequel il n'y a plus de demande à effectuer en termes de dérogation, c'est la mixité pour la production de semences bio et non bio, et la mixité dans le cadre d'activités de recherche ou pour les établissements qui font de l'enseignement agricole. Alors peut-être là, il y a des questions là, sans doute. Ouais, il y a quelques questions. Alors, je ne sais pas si on avait fini par rapport aux dérogations et qu'on fait un point sur les questions de maintenant. Donc, du coup, là, pour la réduction de la période de conversion, par rapport à la démarche, il y a une question sur lors de l'engagement initial, comment doit procéder le producteur? Engagement auprès de l'organisme certificateur, notification auprès de l'agence bio, plus dérogation auprès de l'INAO à faire en même temps, les 3 démarches du coup? Alors, il va devoir en effet être engagé en bio, parce que quand il s'engage en bio, il va passer son contrat de contrôle, il va faire une notification à l'agence bio. Et pour faire une demande de dérogation depuis le site de l'INAO, il faut le numéro de la notification. Donc, il est nécessaire qu'il ait fait son engagement préalable. L'engagement en bio, c'est le contrat de contrôle avec l'organisme certificateur et la notification à l'agence bio. Donc, il démarre par ça. Et une fois qu'il est engagé, il fait sa demande de dérogation. Est-ce que c'est bon? Et du coup, donc je précise, du coup, on pourra utiliser les identifiants de l'agence bio pour pouvoir se connecter au portail de demande de dérogation auprès de l'INAO. Hein. C'est ça, ça sera les mêmes identifiants.
Exactement. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'il faudra bien anticiper et de voir quand même avec son organisme certificateur au préalable sur les conditions, Oui, technique. notamment quand il doit y avoir un organisme certificateur qui se déplace ou C'est ça. ce genre de choses-là. Nous, donc une fois qu'on a la demande qui est faite, donc on est informé par rapport au dossier, parce qu'on a accès au portail des dérogations, donc on sait qu'il y a une demande de dérogation de fait, et du coup on devra donc faire le constat terrain des parcelles qui sont concernées par la demande de réduction de période de conversion, et notre constat terrain viendra compléter la demande en ligne. Donc en effet, il est nécessaire en effet de bien anticiper, puisque en fait, la dérogation, enfin, du moins l'approbation INAO étant nécessaire, il faut quand même que ce soit suffisamment anticipé pour qu'il n'y ait pas de délai trop long. Et donc bien le demander lors de la demande de devis, peut-être auprès de C'est ça, l'organisme certificateur, le également, mentionner. tout à fait. Ok. Ensuite, il y a une question là par rapport aux dérogations de gestion des animaux type écornage, épointage, etc. Donc, les dérogations accordées en 2021 restent valables, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas de reconduction tacite pour la gestion des animaux? Alors, la question, c'est les dérogations 2021 seront valables pour quelle durée qui ont été accordées? Et comment on fait pour les reconduire après? Alors, la tâche des bovins, notamment, ce sont des dérogations qui sont à faire tous les ans. Donc voilà, ils vont devoir, ce qui a été fait en 2021, du coup, pour la partie attache, ça concerne l'hiver 2021-2022, quoi, en fait. Hein, donc là, c'est OK. Et après, la demande qui sera faite pour l'année suivante devra être faite en ligne, quoi. Et donc tout ce qui est après les achats d'animaux non bio, du coup, à partir du moment où on est au 1er janvier 2022 et que une fois que la base de données sera opérationnelle, il faudra le faire depuis systématiquement également depuis la base de données, comme on le fait actuellement aujourd'hui pour les semences. Donc, et la gestion des animaux, donc du coup, la gestion des animaux, c'est quelque chose qui est immédiat en fait. À partir du moment où là on a une demande à faire, elle doit être faite actuellement déjà elle doit être faite depuis le portail INAO aussi. Là, il n'y a pas de délai, quoi. Est-ce que c'est bon? Alors, je crois qu'il y a Colline qui essaie de parler, mais on l'entend pas de nouveau. Pauline, tu peux nous confirmer que tu as un problème de son? Oui, du coup, c'est bon. vous m'entendez pas? Si, là, oui. Ok, bon, j'ai enlevé mon casque, mais bon, j'ai dérangé mon collègue, mais c'était juste pour préciser, du coup, au niveau, par exemple, si on prend l'exemple d'une dérogation qui a été demandée pour l'écornage en décembre 2021, si on doit refaire l'écornage, du coup, d'un autre animal au mois de février, il faut redemander la dérogation via le portail INAO. C'est ça, oui. Voilà, que ce soit pour les cornages ou pour la pose élastique au queue des moutons, à chaque fois qu'on a cette opération à faire, il faudra redemander cette dérogation. C'est ça, exactement. En fait, là, c'est plus une déclaration, enfin, du moins comme on le faisait jusqu'à présent, on le faisait une première fois pour l'ensemble des opérations qui étaient menées, quoi, sur les exploitations. On décrivait une seule fois les procédures et on les appliquait. Et là, ce sera nécessaire de refaire les demandes donc au jour le jour. Là. Il y a une question également sur le délai de traitement de l'INAO de ces dérogations. Alors peut-être que là, si Gisèle nous écoute, est-ce elle pourrait peut-être Ah oui, Gisèle Larieux de l'INAO est avec nous aussi aujourd'hui. Si tu veux intervenir.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Bonjour à tous. Les délais, l'objectif justement de passer par la plateforme de dérogation, c'est de les traiter au plus rapide, sachant qu'on va du coup en récupérer beaucoup plus que ce que l'on avait aujourd'hui. Mais on a essayé de renforcer nos équipes en interne avec le personnel que l'on avait, mais de mettre plus de personnes derrière la gestion des dérogations pour être le plus réactif possible désormais sur ces actions. Et donc, il faudra attendre la réponse de l'INAO, en fait, pour pouvoir effectuer l'opération, par exemple, des cornages ou... Oui, normalement, il faut attendre la réponse. Alors, sachant que des fois, les dérogations sont... Enfin, c'est 3 jours avant que vous devez le demander, je crois. Ou non, vous devez le faire dans les 3 jours, donc on ne pourra peut-être pas vous répondre dans les 3 jours. Enfin, ça, on va le traiter en interne. On a déjà commencé à en parler. On va voir comment on peut le faire, quoi, pour être le plus réactif possible, en effet. J'en profite peut-être, puisqu'il y avait une autre question qui a été posée à un moment donné sur est-ce qu'il faut un numéro SIRET pour demander une dérogation. En effet, la plateforme aujourd'hui rentre par le numéro SIRET que vous avez notifié auprès de l'agence bio. Donc, toute différence de numéro SIRET auprès de l'agence bio est bloquant, voilà, si vous ne l'avez pas. Et si vous n'en avez pas, en effet, ça reste, je pense, bloquant à ce jour. Pour la plateforme, mais je pense que c'est quelque chose qu'on fera évoluer dans le temps. Et de toute façon, si vous avez un souci, si vous n'avez pas de numéro SIRET, soit vous en demandez un, mais bon, c'est parfois payant et certains ne veulent pas en demander. Sinon, la dérogation papier reste possible dans ces cas-là. Donc, excusez-moi. Oui, toutes les dérogations ne sont pas non plus, les formulaires ne sont pas tous en ligne non plus. Donc, on est en train de développer la plateforme. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura une période peut-être où il y aura une tolérance pour ceux qui ont fait demander de dérogation en attendant les formulaires? Mais même si, alors, les formulaires papier vont être tous mis en ligne sur le site de l'INAO. Si sous le SVE, donc sous la saisine par voie électronique, donc la plateforme, il n'y a pas le formulaire, il ne faut pas hésiter à remplir le formulaire papier, à l'envoyer à votre organisme certificateur. Il ne faut surtout pas attendre, quoi. Et merci pour les réponses. Je crois qu'on a à peu près répondu. Là, il y a une question. Si 2 périodes d'écornage, printemps-automne, il faut 2 demandes. Donc, on a répondu que oui. Et une dernière question sur la base de données. Je ne sais pas si, par rapport aux animaux, si tu en reparles après, peut-être un peu plus en détail. Alors, ça, non, aujourd'hui, au niveau de la base de données, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas plus, enfin, du moins, ça reste, c'est pas encore opérationnel. Donc, je n'ai pas à ce jour précisément la manière dont les choses, j'ai pas de précision à vous donner sur comment ça va fonctionner. Donc, est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'il va y avoir des possibilités de faire des demandes de dérogation groupées pour des animaux groupés? Là, pour le moment, c'est photo. Tant que la base de données n'est pas opérationnelle, il n'y a pas de dérogation à faire. Vous respectez le règlement et l'organisme certificateur contrôlera que vous avez bien respecté les règles des pourcentages et autres. Donc, pas de nécessité de déposer une dérogation. Et il y a une autre question qui a été posée pour les races en voie de disparition. Et il n'y a pas besoin de dérogation, en effet, pour bénéficier, pour pouvoir acheter ces races-là. C'est partie des cas d'exemption. Tout à fait. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, si on a qui reviennent, on les reposera. Ah, allez-y. Oui, juste sur les dérogations, elles n'ont pas été évoquées là, mais peut-être que tu les évoques plus loin, Gilles, c'est les catastrophes naturelles. Alors, non, on peut le préciser tout de suite, en effet. C'est-à-dire que c'est pour tout ce qui est catastrophe naturelle, c'est bien donc des arrêtés
préfectoraux qui définissent. Hein. Il faut, c'est pas des demandes individuelles qui sont du coup faites. C'est un cadre qui est déjà fixé à l'avance en fait, et, au niveau national. On a un règlement. Voilà, on a un règlement spécifique qui, un des actes délégués qui a été mis en place, qui est le 2021-2146, et qui définit 8 ou 9 dérogations exceptionnelles en cas de catastrophe reconnues par reconnues par l'État membre, je crois que c'est même. Et donc, on est en train de définir un petit peu, quand même, de préciser qu'est-ce qu'on entend par catastrophe naturelle, phénomène climatique défavorable, maladie animale. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance par une autorité compétente ou État membre? Quel est le cadre? Donc là, on est en cours de discussion. Pour préciser un petit peu sur quoi portent ces dérogations, c'est principalement la mortalité, tout ce qui est mortalité élevée, que ce soit en animaux terrestres ou en aquaculture ou en abeilles. Tout ce qui est perte de production fourragère, donc notamment liée à la sécheresse, la dérogation que vous connaissiez qui était la 47A. Tout ce qui est nourrissage des colonies d'abeilles. Et l'apport du dioxyde de soufre, ça vous concerne moins puisqu'on est en production animale. Et puis, il y a 3 nouvelles dérogations qui apparaissent dans le cadre de la catastrophe. Celle que je vous ai citée là existait déjà. Les 3 nouvelles, c'est l'adaptation des bâtiments en fonction d'une catastrophe, la réduction du pourcentage de fourrage grossier pouvant être apporté aux animaux, et les emplacements des ruchers qui pourraient être mis donc, sur des emplacements non conformes en cas de catastrophe. Donc voilà, donc ça c'est des dérogations aussi qui seront gérées pour partie, au moins dans un premier temps, pas toutes, mais par le perte de production fourragère, tout ce qui est sécheresse, ça sera aussi géré sur cette plateforme SVE. Le 47A a été modifié, 47C pardon, a été modifié. Voilà, les formulaires ont été mis en ligne aussi sur la plateforme. C'est vrai qu'on n'a pas abordé tout à l'heure non plus le dispositif catastrophe naturelle, et du coup on a une question là aussi par rapport à ce dispositif-là qui serait valable en production végétale. Donc à la limite, si tu peux détailler aussi les autres situations en plus de production animale. En production végétale, on n'en a pas. Non, il n'y a pas de dérogation en tant que telle. Parce que la perte de production fourragère ou la réduction de pourcentage de fourrage grossier, ça s'applique à la production animale, quoi, finalement. Si, en production végétale, si, il y a le dioxyde de soufre en production vitivinicole. Si, il y a celle-là. En cas de conditions climatiques exceptionnelles, problème de pourriture ou autre, il pourrait être utilisé du dioxyde de soufre au-delà des quantités en production vitivinicole. Il n'y a que celle-là. Ok, merci pour cette précision sur ces dérogations-là. On va peut-être continuer le déroulé. D'accord. Et puis s'il y a d'autres questions sur ces thématiques-là, limite on les reposera à la fin. D'accord. Alors, donc je vais vous faire la liste en fait dans les diapos. Vous avez en bleu en fait ce qui est l'heure de l'évolution, alors point par point au niveau des productions animales. Alors concernant la conversion des élevages, donc on maintient les schémas actuels au niveau des conversions, hein, donc à savoir la conversion simultanée sur 2 ans pour les herbivores. Donc la règle des 3/4 de la vie pour les bovins et les équidés ne s'applique pas dans ces cas-là. Et le respect donc du cahier des charges, de tout le règlement, donc s'applique à l'ensemble du périmètre chez l'éleveur, donc à la fois production animale et production végétale, dès l'engagement des animaux, donc alimentation, soins vétérinaires, bâtiments, accès extérieur, bien-être animal. En conversion, la conversion non simultanée, donc à savoir donc un décalage entre la conversion des parcours par exemple et des terres et puis derrière celle des animaux, elle est toujours possible. Hein, donc les durées sont identiques à ce que l'on existe, ce qui y avait actuellement en place dans le 889. Hein, c'est à savoir donc c'est pour les bovins viandes 12 mois et les 3/4 de la vie. Donc les animaux destinés à faire donc
produits laitiers, donc le lait, c'est 6 mois. C'est également 6 mois pour le porc. En fait, donc, là-dessus, il n'y a pas de changement. Hein. C'est toujours les mêmes durées qui s'appliquent. Alors, la différence que l'on rencontre aujourd'hui pour une conversion porte sur la partie parcours. Il n'y a plus de durée minimale de 6 mois qui est imposée dans le règlement européen, à savoir que jusqu'à présent, quand une parcelle pouvait bénéficier d'un passage direct en agriculture biologique, donc dans le cadre des conditions techniques que vous avez sous les yeux, à savoir donc si c'était une prairie naturelle, une friche, une jachère, donc des bois ou des bassins, hein, donc sur lequel il n'y avait pas eu d'intervention ni d'application de produits interdits en bio durant une durée de minimum 3 ans avant l'engagement. Donc ces parcelles-là pouvaient faire l'objet d'un passage direct en bio, sauf pour les parcelles utilisées au niveau des parcs. Alors cette exception-là a été levée, donc il n'y a plus de durée minimale de 6 mois d'imposer s'il y a un passage direct au niveau d'une parcelle. Le parcours destiné à recevoir les animaux sera également éligible à cette réduction de période, à ce passage direct. Donc c'est en fait le tableau, les conditions techniques pour réduire les périodes de conversion n'évoluent pas, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Et du coup, par contre, on lève l'obligation des 6 mois pour les parcs. Donc peut-être vous avez c'est clair pour tout le monde aussi. Oui. Alors du coup, il y a quand même des questions là-dessus sur la durée de conversion. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, je vérifie. Donc la question, c'est quelle est la base réglementaire permettant de justifier qu'il n'y ait plus de durée minimale de conversion pour les parcours? Et quelles sont les références réglementaires en lien avec cette interprétation? Sommes-nous les seuls en France à avoir cette lecture de l'évolution réglementaire? Donc c'est les questions par rapport à l'évolution concernant les durées de conversion pour les parcours. Alors et là c'était donc le règlement européen, donc la levée des 6 mois s'applique pour tous les pays. L'obligation des 6 mois était appliquée dans les autres États membres, donc elle est levée également dans les autres États membres, quoi. Donc il y a pas tout le monde évolue de la même manière là-dessus. Donc ça c'est une première réponse. Après, encore une fois, les conditions techniques qui vous permettent de valider votre demande de réduction, ben, ça se fait sur la base des preuves que vous allez pouvoir fournir auprès de l'organisme certificateur. Hein, donc soit donc il y aura un contrôle physique qui sera fait par l'organisme certificateur de la parcelle, et derrière donc les preuves administratives que vous pouvez fournir pour prouver qu'il n'y a pas eu pour prouver que la parcelle n'était pas exploitée. Donc soit l'attestation propriétaire, de l'ancien exploitant ou de la mairie, le registre PAC qui indique que la parcelle était en jachère ou en prairie permanente, les examens de la comptabilité au besoin, matière qui peut être faite aussi. Et du coup, donc ce qu'on disait précédemment, donc ces preuves-là vont venir alimenter votre complétude du dossier, et l'INAO viendra valider ou pas l'accord pour un passage direct. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense après, donc c'est Nils qui posait la question s'il y a besoin de compléments et que vous voulez intervenir. D'accord. Et sinon, il y a une autre question. Donc, si un élevage qui n'a que des parcours qui pourrait passer directement en bio, donc avec cette possibilité de passer des parcours en se passant de période de conversion, est-ce qu'il serait possible de faire une conversion simultanée et donc d'avoir le lait bio au bout de 6 mois? C'est-à-dire de bénéficier, par exemple, si on prend un élevage laitier, tous les parcours passent en bio directement et on engage les animaux directement à ce moment-là. Et au bout de 6 mois, le lait pourrait être bio et pas forcément faire simultané et attendre les 24 mois, quoi. Tout à fait. Donc, là, pour le coup, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut y avoir l'application directe des périodes de conversion pour les animaux qui s'applique à la date à laquelle on va valider le passage direct des parcours.
Donc ça peut être en effet 6 mois, au bout de 6 mois directement pour un troupeau, quoi. Un troupeau peut être bio au bout de 6 mois. Par contre, si ce sont des bovins, il va y avoir les 3/4 de la vie. Je pense qu'on a répondu aux questions. Excusez-moi, je voulais rebondir. C'est Eve, gentille de la Dabio. Je me permets de rebondir sur la dernière question parce que moi j'avais lu qu'il fallait que les parcours, enfin, qu'on pouvait convertir un troupeau, mais qu'il fallait qu'il soit converti 13 mois après que les terres soient passées en bio. Du coup, je comprends pas bien comment, enfin, ou alors je me plante depuis le début dans mes conseils, mais C'est-à-dire que, en fait, vous voyez dans le tableau que vous avez dans le diaporama, soit vous avez un passage direct quand vous avez 36 mois de non, enfin de reconnaissance anticipée, en fait, hein, on va dire, quand il n'y a pas eu d'intervention ni de produit dans un délai de 36 mois qui précède votre engagement, c'est un passage direct, c'est 0. ah oui, ok, dans ce cas-là, d'accord. Et quand vous n'avez que 24 mois, bah, il y a 12 mois, en fait. Oui. Ok, merci. Bon, ça va, Par exemple. Merci. Et pour moi, c'est en lien avec l'alimentation en conversion, enfin, voilà. la tolérance par rapport au fait d'alimenter les animaux avec de l'aliment en conversion. Et comme vous pouvez alimenter à 100% de C2 votre troupeau, vous pouvez démarrer la conversion de votre troupeau dès qu'il y a 100% d'aliments C2. Donc, dans ce cas-là, ça peut être au bout du 12e mois, en effet. Ok, merci. Je poursuis. Donc, sur l'utilisation des animaux non bio. On l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre de la gestion des dérogations. Donc, qu'est-ce qui évolue par rapport à précédemment? Les races menacées d'être perdues à des fins de reproduction, enfin tout ce qui est races menacées d'abandon, il y a possibilité d'acheter des reproducteurs, mais sans limite de nombre, d'âge, donc c'est pas forcément des animaux nullipares, ou de sexe, ça peut être également des mâles ou des femelles. Et pour ces animaux-là, il n'y a pas de conversion prévue, car utilisés pour la reproduction. Alors, s'il y a un achat pour derrière à faire une revente en bio, il sera nécessaire en effet d'appliquer la période de conversion. Donc ça vaut pour les races menacées, les races menacées d'abandon. Pour les volailles non bio de moins de 3 jours, donc là c'est la grosse évolution, c'est donc l'intégration des poulettes qui doivent être certifiées bio à partir du 1er janvier 2022. Jusqu'à présent, on avait des poulettes utilisables en bio, c'est-à-dire que c'était des poulettes conventionnelles qui étaient soignées et alimentées en bio du 3e jour jusqu'à la 18e semaine. À partir du 1er janvier 2022, il y a l'ensemble des règles qui s'appliquent également pour le cahier des charges poulettes, à savoir il faut avoir des bâtiments conformes, il faut avoir du lien au sol, il faut respecter la mixité, enfin, donc tout s'applique comme pour les autres éleveurs. Donc ça, c'est un changement important. Et du coup, les éleveurs de poulettes aujourd'hui sont enregistrés en tant qu'éleveurs bio. Jusqu'à présent, c'était des fournisseurs des éleveurs de poules pondeuses. Ils sont plus prestataires, si vous préférez. Donc là, actuellement, ils sont intégrés comme des opérateurs à part entière. Et dernier point sur la partie non bio, au niveau de l'apiculture, donc le taux de rennes non bio donc a été relevé à 20% au lieu de 10% dans le cadre du nouveau règlement. Donc, suite aux difficultés que rencontrent les apiculteurs actuellement dans le cadre des pertes et des mortalités de colonies. Là, le règlement en a tenu compte et du coup, il y a une augmentation donc du taux du pourcentage de rennes non bio acceptés tous les ans. Là, également, pour la partie d'utilisation d'animaux non bio, risque. Par rapport aux poulettes, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même assez nouveau hein, au niveau de la fin de la dérogation poulettes hein, de cette année. Est-ce que les couvoirs vont avoir la capacité de fournir des poulettes bio
Et voilà, une interrogation par rapport à, donc c'est vrai que c'est une question aussi filière, et est-ce que ça va être possible pour les éleveurs de poules pondeuses de se fournir en fait en poulettes bio certifiées dans ces règles-là? Alors, il faut savoir que donc là, pour le moment, il n'y a pas de parentaux bio, donc les couvoirs ne sont pas concernés, c'est-à-dire que les poulettes arrivent au stade conventionnel sur l'exploitation, mais ils arrivent en tant que poussins de moins de 3 jours. Et elles sont élevées en bio après, dès leur arrivée sur l'exploitation de l'éleveur de poulettes jusqu'à la 18e semaine. Donc, il n'y a pas de parentaux bio encore pour le moment, parce qu'il n'y a pas de disponibilité sur le marché actuellement. Voilà, donc, la même chose pour les volailles de chair, ce sont des poussins de moins de 3 jours conventionnels qui arrivent sur les exploitations et qui sont élevés après en bio, mais dès le 3e jour maximum, quoi. Voilà. Et derrière, après, est-ce qu'il va y avoir assez d'éleveurs de poulettes bio pour fournir la filière? Aujourd'hui, en effet, c'est un enjeu pour la filière, hein. Il faut convaincre des éleveurs qui étaient jusqu'à présent dans un mode conventionnel d'un passage en bio, parce qu'il faut savoir que c'est une filière très concentrée avec des éleveurs très spécifiquement associés à cette production. Donc là, il a fallu, il y avait un enjeu au niveau de la filière pour justement passer des éleveurs en filière bio. Donc cet objectif-là, bon, est sur le point en fait d'être pas gagné, mais disons que va y avoir, il y aura suffisamment d'éleveurs à passer en bio pour assurer les besoins jusqu'à présent. Après, vous dire que ça se fait pas c'est pas forcément facile, mais du moins les éleveurs ont répondu présent, parce que du coup il y avait une filière qui du jour au lendemain allait se retrouver sans poulettes. Donc il y avait une urgence sur la filière, et cette urgence-là, bon, elle a été gérée par les structures, les filières concernées. Oui, donc faut espérer que la filière s'adapte. En complément, est-ce qu'il y aura une base de données aussi des éleveurs de poulettes bio? Comme pour les autres animaux, les volailles rentreront dans la base de données également de disponibilité des animaux bio. Elles vont pas rentrer, parce que dans le sens où vous ne pouvez pas acheter des poulettes. C'est-à-dire que il faut que vous ayez la base de données bio sera faite pour acheter, pour prouver qu'on a fait des recherches et acheter des animaux conventionnels. Alors que dans la situation des éleveurs de volailles, il faut acheter des poussins. Vous ne pouvez pas acheter des poussins ou des poulettes non bio au-delà de 3 jours et de les passer en bio derrière. Donc ce cas-là ne se présentera pas, à mon sens. Donc il faut tous les éleveurs de poulettes ou de poules pondeuses doivent faire leur propre poussinière et acheter des poussins de moins de 3 jours pour pouvoir derrière prétendre à la certification. Donc à mon sens, je pense pas que ce seront des animaux qui seront intégrés dans la future base, quoi. Parce qu'il y aura pas, de fait, il y aura pas le droit d'utiliser des animaux des poussins de plus de 3 jours dans le circuit bio. Oui, donc il n'y aura pas de base de données, d'obligation de se mettre sur les bases de données pour les éleveurs de poulettes bio, étant donné qu'il n'y aura pas de demande de dérogation qui pourront être faites à ce niveau-là. À mon sens, non. Après, je peux laisser peut-être Gisèle compléter, mais et c'est pas un cas que l'on rencontrera dans la future base, je pense pas. Donc François indique qu'on... Ah, vas-y. Ouais, non, c'est pas prévu. Enfin, pour les poulettes, il n'y a pas de dérogation possible en tant que telle, quoi. Pour les animaux, pour les bovins ou autres, il y a le 10%, 20% ou 40% d'introduction d'animaux conventionnels possibles. Donc c'est dans ce cadre-là que la base de données est mise en place. Alors que là, sur les poulettes, on dit bien que c'est des poulettes de moins de 3 jours et qui doivent être certifiées bio, quoi. Donc il n'y a pas de dérogation possible. Voilà. Et dans le cas d'une mortalité conséquente, là, il pourrait y avoir introduction de volailles non bio sur l'exploitation.
mais qui seraient soumises à conversion, mais on rentre dans la catastrophe, dans la dérogation catastrophe. Et donc là, elle ne passe pas, la dérogation catastrophe ne passe pas par la base de données. Merci. Et du coup, donc la question, c'est est-ce qu'on pourra quand même trouver des fournisseurs de poulettes bio sur l'annuaire de l'agence bio? Parce que voilà, c'est dans un souci des producteurs, comment trouver les fournisseurs de poulettes bio, quel que soit. Donc, je ne sais pas si au niveau de l'agence bio, il y a une catégorie du coup poulettes bio, mais probablement. Alors après, c'est vrai qu'au niveau, ce sont des filières extrêmement concentrées, donc sur chaque région, il y en a pas beaucoup quoi en fait, hein, des fournisseurs à même, donc ce sont souvent des filières, des groupements, donc faut vous adresser à ces groupements-là en fait, savoir si est-ce qu'ils mettent en place des élevages de poulettes et intégrer justement des besoins et intégrer la possibilité d'utiliser de les faire connaître quoi, hein, auprès des éleveurs de la région. Au niveau il y a aussi une autre question par rapport aux poulettes, c'est le cahier des charges des producteurs de poulettes pondeuses est le même que celui du producteur de poules pondeuses. Je ne sais pas si tu y réponds plus tard. Oui, c'est le même. Oui, c'est le même. Ce sont les mêmes. Donc il y a des critères qui sont différents par rapport à des éleveurs de pondeuses, mais ce sont les mêmes. C'est le même cahier des charges, bien sûr. C'est le règlement européen. On va peut-être, je regarde l'heure là, je me dis on va peut-être avancer, il est 17h. Et puis on verra sur les questions qui n'ont pas pu être traitées. Voilà, alors je vais vite. Hein, la mise en place de la base de données, donc on vient d'en parler, donc je reviens pas là-dessus. J'avance. Donc sur la partie alimentation des animaux, vous voyez dans le slide ce qui a également évolué en termes d'autonomie alimentaire. Donc à partir de 2022, les porcs et les volailles, les élevages de porcs et les volailles passent à 30% d'autonomie au lieu de 20. Et au niveau des herbivores, donc c'est 60% toujours, puis 70% en 2024. Donc là également une augmentation d'autonomie alimentaire sur les exploitations. En ce qui concerne le C2, donc dans la ration, donc il va y avoir une diminution de 30 à 25% de C2 dans la ration. Alors on parle de ration annuelle, hein, c'est-à-dire qu'au total de l'année, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20%, 25% donc d'aliments C2 quand ça vient de l'extérieur. Et au niveau du C1, donc on reste sur les mêmes taux de 20%. Le C1 plus le C2, c'est égal à 25 au lieu de 30. Et également un point donc important, le conventionnel. Donc le conventionnel, donc la part d'aliments conventionnels ne s'applique qu'aux porcs et aux volailles. Donc il n'y a pas de droit d'intégrer du conventionnel en dehors de ces espèces. Et donc la dérogation de 5% d'aliments non bio a été reconduite jusqu'au 31/12/2026. Mais donc la dérogation a été précisée. Elle ne s'applique que pour les porcs en deçà de 35 kg et les jeunes volailles de moins de 18 semaines. Et donc les matières premières utilisées dans les 5% sont-elles également listées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre tout ce que vous souhaitez dedans. Donc il faut que ce soit donc ça réponde à des concentrés protéiques, du gluten de maïs, de la protéine de pommes de terre, des insectes vivants et des levures. Donc en dehors de ces matières premières, vous ne pouvez pas utiliser d'autres matières premières que celles qui sont listées à ce niveau-là. Alors, je finis peut-être la partie alimentaire, après je répondrai aux questions. Concernant donc les additifs, les minéraux pour l'alimentation animale, les changements de conditions d'usage ont été faits pour l'utilisation des levures. Donc, il est possible d'intégrer des levures dans l'alimentation animale, notamment les porcs, hein, ça peut être une alternative intéressante. Et il faut les prendre en bio si elles sont disponibles en bio. Et si donc malgré tout les non bio et non OGM restent autorisés dans le cadre des 5%. Et en ce qui concerne les autres modifications, donc là ce que je viens de vous dire, donc tout ce qui est matières premières non bio ont été définis dans le règlement, à savoir concentré protéique, gluten de maïs, protéines de pommes de terre, insectes vivants. Voilà, donc à partir de là, après, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelques questions.
Notamment autonomie alimentaire et proximité de l'approvisionnement, sont-elles liées? Donc, le Oui. périmètre peut-être de Mamie. Donc l'autonomie alimentaire, c'est donc vous devez assurer sur l'exploitation ou en coopération avec d'autres exploitations de la région les besoins alimentaires de votre cheptel. Donc aujourd'hui, donc vous devez assurer, les exploitations doivent assurer en porc et en volaille 30% de leurs besoins alimentaires de l'année sur leur exploitation. Et si c'est pas possible, c'est-à-dire s'ils ne font pas de culture, par exemple, sur leur exploitation, ils peuvent externaliser leur autonomie alimentaire avec des exploitations de la région. Alors, sachant que voilà, vient par exemple un fabricant d'aliments, le fabricant d'aliments leur assure une autonomie alimentaire à partir donc des céréales collectées sur la région. Voilà. Je poursuis peut-être concernant l'alimentation. Donc, point important, l'alimentation des jeunes. Donc, il est le nouveau règlement exclut des aliments maternels d'aliments de remplacement, exclut les composants chimiques de synthèse ou des composants d'origine végétale. Donc, jusqu'à présent, vous pouviez avoir du lait en poudre bio notamment qui comprenait ce type de composants. Donc là, depuis le 1er janvier 2022, ce n'est plus possible d'utiliser ces aliments de remplacement. Concernant donc à proprement dit l'allaitement avec des laits biologiques autres que du lait maternel, en fait, hein, le guide de lecture apporte des précisions, apporte une hiérarchisation, à savoir que lorsque vous utilisez un lait biologique autre que celui de la mère, eh ben, il faut que ce soit d'une mère de la même espèce provenant de l'exploitation. Ça peut être une autre vache, par exemple, ou un autre animal de l'exploitation. D'une mère de la même espèce provenant d'une autre exploitation biologique ou d'une mère d'une autre espèce provenant de l'exploitation ou d'une autre exploitation biologique. Donc ça, c'est la hiérarchisation se fait dans ce cadre-là. Donc il faut déjà travailler avec des animaux bio de son exploitation ou d'une autre exploitation. L'utilisation de lait en poudre certifié bio est autorisée à condition qu'ils ne contiennent pas donc de composants de synthèse ou de composants d'origine végétale. Et il est rappelé là également que nourrir les jeunes avec du lait non bio constitue toujours un manquement aux règles de la production biologique, quand bien même cela est effectué dans le cadre d'une prophylaxie contre des maladies transmises par le lait maternel et sous justification de vétérinaire. Donc là, jusqu'à présent, donc il faut toujours considérer l'apport de lait non bio. Les OC considèrent l'allaitement artificiel non bio comme un écart aujourd'hui au niveau du règlement. En ce qui concerne la pension d'animaux non bio d'une même espèce et mixité, alors il est rappelé que donc, le nouveau règlement permet que vous puissiez, que les éleveurs bio puissent accueillir en pension des animaux non bio d'une autre exploitation, à condition qu'ils soient élevés sur l'exploitation bio comme les autres animaux, c'est-à-dire en bio. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, on ne va pas considérer que l'accueil d'animaux en pension conventionnelle sur une exploitation bio, ce ne sera pas considéré comme une mixité si vous conduisez ces animaux en pension de manière biologique comme le reste du troupeau. Alors, il faut que, du coup, les conditions, c'est que les animaux font l'objet d'une mise en pension sans transfert de propriété. Les animaux non biologiques respectent strictement la réglementation bio, l'alimentation, les soins vétérinaires, le temps qu'ils sont présents dans l'exploitation bio. Et il faut également qu'il y ait de séparation physique entre les animaux biologiques et non biologiques. Et dernier point, les animaux non biologiques ne doivent pas rester plus de 4 mois par an sur une parcelle bio. Ça n'évolue pas par rapport non plus aux conditions précédentes. Ce qui évolue, c'est que vous pouvez accueillir, en effet, si vous êtes des animaux non bio d'une exploitation voisine ou d'un voisin ou d'un autre éleveur, sans que ce soit considéré comme une mixité chez vous, à partir du moment où vous les élevez en bio. Et un point également important sur la partie prairie, donc il y a fin de la dérogation de la mixité pour les herbages. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui il était possible d'avoir des prairies bio et non bio sur une exploitation, et on interdisait aux éleveurs de vendre du foin en tant
tant que fourrage destiné à la revente. Donc là, le nouveau règlement va plus loin, c'est-à-dire qu'on n'autorise plus la dérogation de mixité pour les herbages. Donc un éleveur, à partir du moment où il a des herbages, ils doivent être tous conduits en bio. Et pour cela, il faut éventuellement penser à intégrer la dérogation mixité culture pérenne en 5 ans maximum, c'est-à-dire qu'en 5 ans maximum, vous devrez avoir converti la totalité de vos prairies. Donc ça, c'est une évolution qui peut être impactante au niveau de certains élevages. Il y a une précision qui est demandée par rapport à la définition d'une parcelle, donc j'imagine dans le cadre des animaux non bio qui ne doivent pas rester plus de 4 mois par an sur une parcelle bio. Alors, une définition d'une parcelle, je n'ai pas bien compris. La définition de la parcelle, parce que comme vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends, oui. Ouais, c'est bon. Du coup, il y a cette règle que les animaux non bio, enfin j'imagine, hein, François, tu me dis si c'est pas la bonne interprétation de ta question, mais les animaux non bio ne doivent pas rester plus de 4 mois par an sur une parcelle bio. Comment on définit la parcelle bon, voilà, alors, la parcelle, on va la définir, si vous voulez, vous avez votre plan de... l'éleveur va déclarer sur un plan de pâturage le temps d'accès des animaux non bio chez lui, quoi, en fait, hein. Donc, il va y avoir des blocs, des îlots, et puis il va nous démontrer qu'il a fait tourner ces animaux-là sur les parcelles pour pas qu'ils dépassent les 4 mois. Alors, la question, ouais, c'est bien. La question sur l'alpage, je crois que tu l'abordes après dans la diapo d'après, il me semble. Oui. Il y avait juste une question par rapport au lait en poudre. Je reviens là-dessus, hein, vu que c'est arrivé un petit peu après. Pour le lait en poudre bio, sa disponibilité est encore très faible. Quelle règle pour 2022? Est-ce qu'il va y avoir une tolérance ou pas? Alors non, on reste à partir du moment où il n'y a pas de lait, s'il y a l'utilisation de lait non bio, c'est ça, hein. Donc s'il y a l'utilisation d'un lait non bio. C'est ça, étant donné que le lait en poudre bio a changé un peu de définition, c'est compliqué de se fournir en lait en poudre bio aujourd'hui au niveau de la disponibilité, et du coup quelle tolérance, est-ce qu'il y aurait une tolérance pour cette première année avec il me semble qu'il existe un seul fournisseur, hein, qui fournit du lait en poudre bio selon les nouveaux critères. Oui, pour le moment, ça constitue un manquement qui ne remet pas en cause la certification de l'ensemble de l'exploitation, mais il y a un manquement qui est notifié. Il y a sera quand même qui est appliqué lorsque le constat est fait l'utilisation d'un lait non bio. Ok, merci. On peut poursuivre peut-être. Alors, en ce qui concerne la transhumance, donc le nouveau règlement intègre cette précision qu'au cours au moment où les animaux biologiques sont menés à pied dans une zone de pâturage à une autre et qu'ils donc sont amenés à brouter des pâtures ou des zones non bio. Donc c'est déjà intégré donc dans le règlement là-dessus n'évolue pas, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit limité à une période maximum de 35 jours, qu'en se couvrant le trajet, ou à hauteur de maximum de 10% de la ration annuelle calculée en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux. Donc là, ce qui a été rajouté dans le cadre du nouveau règlement, c'est que les animaux biologiques et les autres animaux, au moment où ils transhument, ils doivent être détenus séparément. Donc ça, il ne faut pas y avoir de rassemblement où il faut que les animaux bio soient détenus séparément des autres animaux conventionnels lorsqu'ils sont cheminés sur leur lieu de transhumance ou d'alpage. Et concernant donc l'utilisation de terres domaniales ou communales, c'est-à-dire des terres collectivement partagées, hein, on précise dans le guide de lecture ce que sont des terres domaniales ou communales, donc ce sont des alpages, des estives, des landes, des marais, etc. Donc ces terres, donc il est toujours possible d'emmener des animaux bio pâturer sur ces terres non bio, à condition que, encore une fois, techniquement, ce seront des parcelles ou des terres non traitées depuis au moins 3 ans. Donc, et que lorsqu'il y a d'autres
lorsqu'il y a d'autres troupeaux présents en même temps que le troupeau bio, un troupeau conventionnel par exemple, il faut que ce soit des animaux, des troupeaux non bio extensifs. Voilà. Et puis derrière, si jamais aussi vous avez un affouragement qui est fait sur ces zones, il faut que l'affouragement soit bio dans ces cas-là aussi. Je peux peut-être ramener juste une petite précision là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que ça pourrait pas mal poser question dans notre région, quand on a vu cette nouvelle réglementation par rapport à la transhumance. C'est vrai que la transhumance, des fois, on utilise ce mot aussi pour dire estive. Donc là, ce qui a été précisé quand même, enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est vraiment que le fait de détenir séparément les animaux bio et les autres animaux, c'est pas pendant la période d'estive, mais c'est vraiment lors de la transhumance à pied, c'est-à-dire de la zone, s'il y a une transhumance qui s'effectue à pied, c'est-à-dire une montée à la montagne, et c'est à ce moment-là que les animaux doivent être tenus séparément. Après, quid de comment les organismes certificateurs peuvent contrôler cet aspect-là. Mais par contre, sur les estives, et donc dans le cadre des groupements pastoraux et des groupements collectifs, ça a été précisé, parce qu'effectivement, par avant, c'est indiqué uniquement domanial ou communal, et le fait d'avoir précisé collectivement partagé, ça inclut du coup toutes les terres qui sont partagées là au niveau des estives collectives et des groupements pastoraux. Et donc a priori, ça ne devrait pas poser de problème, mis à part pour les animaux qui transhument à pied d'une zone de plaine à une zone de montagne, par exemple, en mélange de troupeaux, ce qui est quand même plutôt rare maintenant. Voilà. D'accord. Enfin, voilà, dis-moi si l'interprétation. Mais c'est juste que j'ai eu une question en privé qui me disait que ça pouvait être très problématique, donc je me permets de préciser un petit peu ces termes-là qui sont utilisés et qui peuvent être parfois un petit peu mal interprétés. D'accord. Très bien, non, je confirme votre commentaire. Donc, si je poursuis concernant le logement en tant que tel des animaux, la nouveauté du règlement européen, donc c'est l'obligation quand les animaux sont en extérieur d'avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météo. Donc là, c'est une obligation et c'est une nouveauté par rapport à l'ancien règlement. Et vis-à-vis des bâtiments eux-mêmes, concernant les surfaces, donc en caillebotis par rapport aux surfaces en dur dans les bâtiments, donc il n'y a pas de nouveauté concernant les bovins, ovins, caprins, équins. La seule nouveauté concerne la partie porc où donc là il y a 50% maximum de l'air extérieur des porcs qui peut être donc en caillebotis ou inversement la moitié en dur. Donc, puisque dans certains pays, pour le moment, il n'y avait pas du tout de limite de caillebotis en dehors du bâtiment, quoi, hein. Dans toutes les zones extérieures, par exemple, il n'y avait pas de limite qui était fixée. Voilà. Donc ça, c'est de la nouveauté concernant les porcs. Sur les aires d'exercice extérieur, donc pour tous les nouveaux élevages qui entrent en conversion et tous les nouveaux bâtiments qui seront construits dans les élevages existants en bio, s'ils sont équipés d'aires d'exercice extérieur, elles doivent être découvertes sur au moins 50% de la surface minimale prévue à l'annexe 1 du règlement délégué 2020-464, quelle que soit l'espèce animale. Donc ça concerne donc les bovins, les ovins, les caprins. Donc il faut, pour tous les bâtiments, et des bâtiments qui rentrent notamment en conversion, donc il faut qu'il y ait cette découverture des aires d'exercice extérieur sur au moins 50% de la surface minimale. Donc ça veut dire possibilité d'avoir des côtés fermés sur la partie couverte, et c'est-à-dire d'avoir des côtés ouverts à minima sur la moitié du périmètre de l'aire d'exercice extérieur. Si en dehors des mois d'hiver, où les animaux peuvent rester à l'intérieur, les animaux ont un accès permanent à des parcours extérieurs, ou à des pâturages, il n'est pas exigé la présence d'une aire d'exercice extérieure. On est sur les mois d'hiver, en dehors des mois d'hiver, pardon. Et l'INAO va définir les cas où les jeunes animaux peuvent être maintenus à l'intérieur, exemple gestion des difficultés de transition alimentaire lors de la mise à l'herbe pour les animaux en fin d'engraissement. Donc ça, c'est une condition qui a été rappelée, donc il faut que ce soit qu'il y ait au minimum ce taux de découverture des aires d'exercice extérieur. Donc, je pense que les questions vont venir. Je poursuis.
Ouais, peut-être juste peut-être ça. avant peut-être qu'on continue sur les heures d'exercice extérieur, juste par rapport à l'aspect logement des animaux auparavant là, une question sur les sols humides et marécageux, par rapport à notamment notre thématique ici en Camargue. Est-ce que c'est considéré comme des sols humides et marécageux et si oui, ça peut peut-être poser C'est-à-dire problème. que par rapport au fait qu'il n'ait pas accès aux pâtures, c'est ça? Non, par rapport au fait là, les animaux biologiques ne peuvent pas être élevés dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux. Est-ce que voilà, l'élevage en Camargue sur des sols justement qui peuvent être parfois inondés peut poser problème en cas du règlement bio, parce que c'est quelque chose qui est nouveau dans le Oui. règlement bio, cette mention. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a été en effet ça demande à être précisé en effet par rapport à certaines zones. Qu'est-ce qu'on en entend sous humide et marécageux? En Bretagne, on est sur souvent aussi des zones assez humides. Pour autant, les animaux sortent, quoi. Donc il faut que ce soit voilà, faut entre guillemets que ce soit plus précisé. Si les animaux avaient l'habitude de sortir en Camargue, par exemple, sur des zones définies comme humides et que ça n'empêchait pas la sortie des animaux, le règlement ne contraint pas, ne donne pas de nouvelles contraintes dans ce sens-là, quoi. Après, il faut que ce soit, je pense que le principe, c'est de pas avoir des pâtures vraiment qui ne soient plus voilà, qui soient dans des conditions trop humides dans un sens excessif, quoi. Je pense que c'est vraiment une question de portabilité des sols, une question de bien-être des animaux qui est soulevée là, quoi, en fait. Donc, je pense que ça, c'est plus du cas par cas et au niveau de l'OC qu'il faut voir et au niveau de la condition en elle-même de l'élevage, quoi. On peut pas dire dans un texte là l'ensemble de la Camargue serait exclu du règlement bio parce que ce sont de nuit, quoi. Non, à mon sens, c'est vraiment c'est la partie il faut l'entendre comme l'excès des pâtures qui ne soient vraiment pas portantes et qui ne soient pas vraiment vivables sanitairement et pour les animaux, quoi. Ok, merci. Je m'excuse de vous interrompre. Gilles, juste pour te dire qu'il reste à peu près un quart d'heure jusqu'à 17h30. Il y a peut-être des personnes, des participants qui ont prévu de partir à cette heure-là. Je ne sais pas si tu penses pouvoir faire, enfin en tout cas parler des principales choses là d'ici là et puis qu'on poursuive les questions avec ceux qui resteront après. Est-ce que tu crois que c'est possible? Alors peut-être Ok, que je peux faire, c'est d'aller. on gardera les questions pour plus tard alors du coup. On peut faire comme ça. Je peux dérouler jusqu'au terme et puis vous poser vos questions après, quoi. J'essaie d'aller le plus rapidement possible pour ceux qui doivent partir à 17h30 et puis on enchaîne sur les questions à la fin peut-être dans ce cas-là. Voilà, désolée, mais. D'accord. Merci. Donc concernant l'accès des veaux à l'extérieur, donc les nouveautés pour les veaux, donc les veaux doivent avoir un accès à une aire d'exercice extérieur à 6 semaines. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'âge défini dans les textes, donc c'est 6 semaines pour des aires d'exercice extérieur, sauf en période hivernale où les veaux peuvent rester en bâtiment. Et l'accès au pâturage doit se faire au plus tard à 6 mois. Pour les veaux qui sont destinés à être abattus entre 6 et 8 mois, ce qu'on appelle les veaux de boucherie, ils doivent avoir eu accès à des pâturages au moins 30 jours minimum, n'importe quand, entre sa naissance et 8 mois, et au moins accès à une aire d'exercice extérieur le reste du temps. Ça, ce sont des précisions qui ont été données sur l'élevage des veaux. Sur la partie phase finale engraissement des bovins adultes, là, c'est également à compter du 1er janvier 2022, c'est une nouveauté du règlement. Donc le nouveau règlement, l'article 46 du règlement 889/2008 ne s'applique plus et il n'est plus possible pour les éleveurs de finir l'engraissement des bovins adultes en bâtiment en période de package, sauf en période hivernale toujours. Donc l'INAO a donné l'échéancier de mise en conformité selon les cas. Donc à la fin de cette année, au 31/12, si les animaux
sont à l'engraissement en bâtiment fermé, hein, parce qu'aujourd'hui, il y avait 3 mois de tolérance pour les animaux. Donc là, il n'y a plus le droit. Donc, ils ont jusqu'à la fin de cette année pour ouvrir les bâtiments. Et au 31/12/2025, si une aire d'exercice extérieur conforme existe, découverte à 5% minimum pour les bâtiments bio existants ou à 50% minimum pour les autres cas. Alors, je poursuis. Alors, l'échéancier, donc vis-à-vis de cette obligation de taux de découverture des aires d'exercice extérieur, donc les bâtiments existants en bio avec des producteurs engagés avant le 1er janvier 2022, il est demandé de découvrir les aires d'exercice extérieur à 5% minimum de la surface de l'aire d'exercice. Donc on vous dit, voilà, 3 côtés ouverts. Et le délai de mise en conformité, c'est le 31/12/2022 pour les 5%, donc c'est la fin de cette année, ou le 31/12/2023, donc presque 2 ans, si engagement au-delà de la réglementation européenne en termes de surface par animal, par exemple. Donc, si l'éleveur veut dépasser les 5% et y aller jusqu'à 30, 40 et 50, il y aura jusqu'au 31/12/2023 pour le faire. Les bâtiments construits à partir du 1er janvier 2022 chez des producteurs déjà en place ou pour tous les nouveaux producteurs engagés après le 1er janvier 2022, là, il n'y a pas de délai, les 50% minimum s'appliquent. Donc, il n'y a pas de délai. Au niveau des ports, quelques points de différenciation. Il est demandé de la paille lors de la mise bas et une catégorie de densité a été rajoutée par rapport au porcelet. On demande 0,6 m² en intérieur et 0,4 m² à l'extérieur pour les porcelets inférieurs ou égal à 35 kg. Également, au niveau des ports, il y a un échéancier qui est mis en place au niveau des bâtiments concernant les taux de découverture des bâtiments, des aires d'exercice extérieur. Donc là, cet échéancier est plus rapide, puisque en fait, on avait déjà des obligations qui étaient en place par rapport à des anciens bâtiments. Donc, ceux qui n'avaient pas de courette extérieure donc n'ont plus possibilité d'élever leurs animaux en bio depuis le 30 juin dernier. Ceux qui avaient une courette avec un seul bâtiment, côté ouvert, avaient jusqu'au 31/12 de l'année 2021 pour le faire. Et les autres situations, donc les courettes d'engraissement totalement couvertes, là c'est 1er janvier 2023, et donc le post-sevrage 2026, maternité 2026 et maternité pour les mises bas et lactation 2028. Donc là, il y a un échéancier aussi prévu, mais encore une fois, l'aire d'exercice extérieur sera obligatoire pour tous les stades d'élevage en bâtiment porcin. Au niveau des volailles de chair, au niveau des volailles de manière générale, la nouveauté importante pour le nouveau règlement, c'est la notion de véranda, donc de l'annexe extérieure de bâtiments agricoles. Donc, il est demandé que les éleveurs mettent à disposition une véranda au niveau du bâtiment. Donc, c'est un espace couvert qui isolé de manière à ce que les conditions ne soient pas celles du climat extérieur, mais celles du bâtiment, accessible 24 heures sur 24, même dimension que de trappe pour les vérandas. Donc, en fait, ici, le nouveau règlement impose la notion de véranda pour les bâtiments de volailles. Alors, jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle des jardins d'hiver, notamment pour les poules pondeuses, où ces surfaces-là étaient considérées comme des surfaces disponibles, des surfaces intégrées au bâtiment. Ce ne sera plus le cas par rapport au futur règlement. Il faudra que les jardins d'hiver, pour être considérés comme surface disponible du bâtiment, il faudra qu'ils soient isolés complètement, parce qu'autrement, ils répondront à la notion de véranda et non plus à la notion d'annexe extérieure de bâtiment agricole. Donc, il est important du coup d'intégrer ce point-là pour les éleveurs qui sont déjà en place, et les nouveaux se verront appliquer directement cette obligation de véranda. Toujours pour les bâtiments volailles, en termes d'aménagement intérieur, donc il sera possible d'aménager plusieurs salles d'élevage dans les bâtiments, dans le même bâtiment, à partir du moment où on réalise des cloisons pleines ou semi-pleines avec des filets ou des grillages. Donc là, ça dépend des espèces de volailles qui sont concernées, mais il est demandé à ce qu'il y ait des
des cloisons pleines ou semi-pleines pour les poules pondeuses, poulettes, poulets de race mâle et volailles d'engraissement, et puis des cloisons pleines avec une séparation physique totale du sol jusqu'au toit pour les volailles d'engraissement autres que Gallus gallus, à savoir les oies, les dindes, les canards et les pintades. Les bâtiments à étages donc sont possibles également, mais uniquement pour les gallus, pour les poules pondeuses. Gallus gallus destinés à la ponte. Donc avec maximum 3 niveaux, sol compris, et puis des systèmes de récupération de fientes et l'accès facile à l'extérieur. En ce qui concerne les volailles, toujours pareil, donc les volailles de chair devront disposer dans le nouveau règlement de perchoirs ou de plateformes au plus tard à 6 semaines. Là, c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, les volailles de chair n'avaient pas l'obligation d'avoir cette installation. Ce sera le cas dans le cadre du nouveau règlement. Donc, on vous explique ce que c'est qu'une plateforme, ce que l'on peut considérer comme une surface disponible, une surface utilisable. Donc, on peut avoir des plateformes qui secondent le sol à partir du moment où elles respectent des dimensions et puis des niveaux d'inclinaison au maximum à 14%. Donc là, je poursuis. Au niveau des parcs, le nouveau règlement prévoit que les parcs ne s'étendent pas, les espaces de plein air ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 mètres de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu'un nombre suffisant d'abris contre les intempéries et les prédateurs soit réparti à intervalles réguliers sur toute la superficie, donc avec un minimum de 4 abris par hectare. Alors, le règlement parle également du rayon par rapport aux trappes, mais ne précise rien sur ce qu'il peut y avoir comme obstacle entre les trappes et le fond des parcours. Alors, par contre, si l'OC considère qu'un obstacle est trop important et qui diminue l'accessibilité au parc, on va donc soustraire la surface de cet obstacle aux superficies disponibles du parc. Les surfaces donc au-delà de 150 ou 350 mètres pourront exister, mais ne seront pas prises en compte dans la surface du parcours. Il peut y avoir des parcs qui sont plus grands, qui sont plus profonds que ce qui est que 150 mètres ou 350 mètres, mais du coup, elles ne seront pas prises en compte. Et les poulettes, entre leur arrivée en élevage et leur départ vers le bâtiment de ponte, doivent avoir accès au parcours au moins 6 semaines. Donc, et les poules doivent avoir accès au parcours au plus tard à 25 semaines, en 75 jours. Bon, les dispositions transitoires des bâtiments volailles, par rapport à ces nouvelles conditions, les éleveurs ont un échéancier à respecter. Donc les ports, donc il y avait 1er janvier 2030 pour ce qui concerne les surfaces minimum en dur sans caillebotis. Les volailles pour la longueur des trappes entre les bâtiments et les vérandas, c'est 2025, 1er janvier 2025. La transformation des vérandas en annexes extérieures de bâtiments ou en diminution du nombre d'animaux au vu du type d'installation, c'est 1er janvier 2025. La mise en conformité des cloisons ou l'ajout de perchoirs et de plateformes, c'est également en 2025. Le nombre de niveaux à étage des systèmes de récupération des fientes, c'est 2030. Le respect des profondeurs des parcs, c'est 2030. Et donc la partie pour les poulettes, les densités d'élevage, les superficies minimum intérieures et extérieures par rapport à l'ancien règlement français, c'est 2030 aussi. Les produits de nettoyage et désinfection en production animale. À partir du 1er janvier 2024, il existera une liste positive de produits de nettoyage et de désinfection. Mais jusqu'à présent, donc, cette liste sera annexée à l'annexe 4 du règlement délégué 1165. Et dans l'attente, il n'y a pas de liste pour le moment. Ce sont les produits de nettoyage et de désinfection autorisés en production animale listés à l'annexe 7 du règlement 889 qui sont autorisés. C'est la liste actuelle, enfin, la liste que l'on avait jusqu'à présent reste toujours d'actualité jusqu'au 31/12/2023. Alors, pour l'apiculture, les principales modifications. Donc, la cire devient certifiable en bio. Donc, elle figurera sur les certificats bio. Donc, on a défini ce que c'était qu'une cire bio. Donc, une cire bio est bio au bout d'1 an de conversion. Et si elle provient d'opercules. Voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir cette notion-là en tête. Donc, l'utilisation de cire non bio, ce n'est plus une dérogation, mais une possibilité donnée par le règlement. Donc, même si plus de demandes de dérogation à faire, les conditions de l'annexe 11 du guide de lecture actuel restent applicables, à savoir que vous avez une note de lecture sur l'utilisation des cires non bio, où on demande une analyse obligatoire sur certaines molécules,
avec le respect de seuils de résidus. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, il est possible de monter à 20% contre 10 aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, de rennes non bio sans conversion. La soude caustique est autorisée pour le nettoyage du matériel apicole. Et le principal changement concerne la fin de dérogation pollinisation, avec pour conséquence qu'il ne soit plus possible de déplacer les ruchers sur des emplacements non conformes et qu'il n'est plus possible de certifier du miel, notamment sur votre région, du miel de lavande qui ne serait pas sur des zones conformes, même avec une analyse de miel. Donc jusqu'à présent, il était possible de certifier du miel de lavande à partir sur des zones qui n'étaient pas forcément biologiques, à partir du moment où on avait une analyse de pesticides qui venaient compléter compléter le rapport de contrôle. C'était une analyse qui était réalisée par les OC. Et donc cette possibilité-là, aujourd'hui, ne s'applique plus. Donc il y a une réelle difficulté aujourd'hui de la profession pour la gestion de cette contrainte sur la pollinisation. Et donc à ce jour et pour 2022, donc on continue, donc le règlement, on applique le règlement tel qu'il est prévu, et les OC vont déclasser donc les récoltes qui ne répondraient pas aux exigences du nouveau règlement. Donc là, il y a toute une discussion en cours donc entre les administrations, les professionnels, pour savoir comment appliquer cette nouvelle contrainte de l'arrêt de la dérogation pollinisation. Bon, ça, je pense que vous aurez des questions par la suite. Dernier point, alors ça concernait, alors je regarde, je prends encore 2 minutes pour vous donner les principales évolutions pour la partie transformation. Donc le nouveau règlement prévoit que les arômes utilisables dans le cadre des préparations de denrées alimentaires en bio soient que des arômes naturels de X et non plus des arômes naturels tels que définis précédemment. Donc avec un délai d'écoulement pour les préparations qui auraient été faites avant le 1er janvier. Alors là également, vous avez une note sur les arômes qui justement pour vous expliquer ce sont les arômes naturels de X et la manière dont ils sont pris en compte dans le calcul du pourcentage des ingrédients d'origine biologique. Donc c'est une note que vous retrouverez également sur le site de l'ENAO et qui vous explique tous ces points-là. Toujours en transfo, vous avez l'interdiction des nanomatériaux manufacturés. Donc là, le règlement précise qu'il n'est pas possible d'utiliser ce type de produits dans le cadre de préparation biologique. Et le contrôle se portera sur tous les ingrédients dans le cadre des recettes, tous les produits qui portent la mention d'étiquetage nanomatériaux manufacturés dans la liste des ingrédients seront interdits. Donc les OC vont s'appuyer sur cette mention-là, et vous également dans le cadre de votre lorsque vous faites vous achetez des ingrédients pour vos productions, il faut vous assurer que cette mention-là ne figure pas sur vos étiquettes. En ce qui concerne les derniers points, là, j'en aurais fini sur la partie étiquetage des produits biologiques. Donc, il n'y a pas de grosses nouveautés du règlement actuel concernant la partie étiquetage. Vous avez toujours l'eurofeuille qui est obligatoire sur l'ensemble des denrées préemballées en bio, le numéro de l'organisme certificateur qui figure en dessous, et également la mention d'origine UE non UE. Alors, la nouveauté principale que l'on peut vous signaler aujourd'hui, c'est que il va être possible de remplacer ou d'indiquer le nom du pays et la région donc de production si tous les ingrédients, par exemple, sont issus de la région jusqu'à un minimum à 95% des ingrédients agricoles de la recette. C'est-à-dire que si vous avez 95% de vos matières premières agricoles qui proviennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous pourriez indiquer sur les étiquetages donc la mention sur les étiquettes avec Agriculture France, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ça, c'est une possibilité qu'a intégré le nouveau texte. Voilà. Dernier point également sur les produits utilisables en bio. Alors là, concernant tout ce qui est
qui concerne pardon, les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les amendements du sol et donc les produits de protection des plantes, il est autorisé, enfin le règlement autorise les fournisseurs de ces produits à indiquer sur leur étiquetage que ces produits soient utilisables en bio. Donc ce ne sont pas des produits certifiés, ce sont des produits utilisables. Donc il sera possible d'indiquer sur les étiquetages de ces produits-là la mention utilisable en agriculture biologique. Et le contrôle de ces allégations, cette fois-ci, du ressort des administrations de la DGCCRF. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'étais assez rapidement, mais voilà, c'est pour permettre à ceux qui doivent partir d'avoir eu l'ensemble des éléments. Merci Gilles. Bon, il y a pas mal de questions. Combien de temps on se donne pour les questions alors on a une durée, la limite ou Je sais pas, on peut se dire déjà un quart d'heure pour ceux qui doivent partir aussi. Mais après. Oui, bah non, mais en un quart d'heure, je pense qu'on va avoir déjà. Moi, j'ai pas de limite, mais c'est pour. Ouais, ok. Peut-être on peut revenir sur les dernières questions. Il y a eu toute une discussion là plutôt quand tu parlais de l'apiculture, notamment forcément sur la région avec le miel de lavande bio, donc avec la fin de la dérogation pour les zones conformes qui signent la fin du miel de lavande bio. Et avec une question sur est-ce que les récoltes vont être déclassées, mais est-ce que les ruches vont être déclassées aussi si elles vont sur les lavandes non bio. Du coup, Gisèle, tu avais mis un petit élément de réponse. Oui, je vais me permettre d'intervenir puisque c'est moi la secrétaire de la commission apiculture. Donc, il y a une commission apiculture qui est encore en cours sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire quelles seront exactement les conclusions qui seront prises au final. Pour cette année, c'est sûr qu'on reconduit la même chose, donc il y aura des manquements de relevé en effet sur lorsque les ruchers vont être placés ou sur colza ou sur miel de lavande. Et qu'en sera-t-il de déclassement des miels de lavande? Je pense que pour cette année, ça ne sera pas mis en œuvre, mais je n'ai pas encore la conclusion à cette heure-ci. Il y a un CNAB très prochainement. J'espère qu'on pourra conclure avant le CNAB qui est à venir. Et par contre, les réflexions vont se poursuivre pour les années à venir, voir quelle issue peut être donnée à ce dossier-là. Ok, merci. Au niveau des volailles, il y avait des questionnements là, sur les parcours et puis sur les aménagements également. Donc là, en ce qui concerne les plateformes et perchoirs pour l'élevage de volailles, quelle est la nouveauté? Il y a une notion de plateforme qui est nouvelle? Oui, en fait, au niveau des volailles de chair, vous n'aviez pas d'obligation d'avoir des perchoirs ou des plateformes jusqu'à présent. Donc ça, c'est une obligation du nouveau texte. Alors, donc, il va falloir équiper les élevages avec ce type d'installation. Et après, au niveau des parcours, il y avait cette question-là par rapport à est-ce qu'il faut un vide sanitaire, traitement pour les parcours agroforestiers pour les volailles. C'est-à-dire qu'il y a besoin de faire un vide sanitaire sur les parcours en volaille? Alors, il y a en effet un vide sanitaire obligatoire qui s'applique, en effet, qui est de 8 semaines, en fait, au niveau 2 mois, quoi, au niveau des parcs. Qui correspond à la durée, en fait, entre les intervalles entre chaque bande, quoi. C'est la même chose pour un parcours dit agroforestier, avec plus d'arbres que la normale, on va dire. Je pense que la question est un peu. Ouais, voilà, c'est pareil. Pareil, ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, moi j'avais la question. Ouais, pardon, Colline. Oui, parce que tu as dû l'avoir. S'il y avait au niveau du nombre d'arbres, enfin de la densité d'arbres et hauteur d'arbres imposée maintenant là sur les parcours bio, ça en est où?
Alors, en fait, le règlement précise avec un nombre. En fait, on demande à ce qu'il y ait des abris quand il y a au-delà de 150 mètres, quand vous avez un parc qui est plus profond en termes de rayon, il faut pouvoir on accepte un parcours jusqu'à 350 mètres de profondeur par rapport à la trappe, à condition qu'il y ait des abris, quoi, avec un minimum de 4 abris par hectare. Après, la question, c'est savoir si on demande plus quand c'est un rayon de 150 mètres, par exemple, est-ce qu'on demande ce qui est des abris sur un minimum ouais. Non, c'est parce que je pensais parce que le label rouge, ils ont des arbres obligatoires et je pensais que sur le bio, on allait passer à la même chose, sans parler d'abri vraiment, mais là, il n'y a pas l'histoire d'arbres obligatoires et éventuellement des fruitiers et tout ça. Alors, on demande à ce qu'il y ait un nombre suffisant d'équipements de protection, en effet, d'abris, d'arbustes ou d'arbres répartis sur toute la superficie. Donc, en effet, il faut que les parcours présentent des abris, quoi, essentiellement des arbustes ou d'autres types d'abris, éventuellement des cabanes ou autre chose. accessible. Ouais, d'accord. Okay. Merci. Par contre, il n'y a pas un nombre fixé, quoi. Il n'y a pas sauf quand c'est au-delà de 150 mètres. On demande ce qui est 4 abris par hectare. Ouais, d'accord. De 350 mètres, hein. Oui. Okay. Pour rester sur les volailles, du coup, les vérandas ne compteront plus pour les poulaillers mobiles légalement en termes de surface. Oui, pour les vérandas, en fait, les vérandas, c'est une surface qui n'est pas comptabilisée comme superficie du bâtiment, quoi, en fait. Hein. Donc c'est pas. C'est pas une histoire de mobilité ou pas du bâtiment, quoi. Non, c'est pas une question de mobilité, en effet. Au niveau volaille, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il y avait des questions aussi sur la finition des bovins. Je la retrouve. Pour la finition, si les animaux ont accès au pâturage attenant au bâtiment, mais sans forcément y trouver de la ressource fourragère, mais que par contre on met un accès à un râtelier pour l'alimentation ou à l'auge dans le bâtiment, est-ce que c'est OK pour la réglementation? En gros, est-ce qu'il y a besoin pour la finition des bovins adultes, le fait qu'il n'y ait plus cette dérogation, ça va quand même pousser des éleveurs à changer leurs pratiques. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait la ressource fourragère sur la pâture ou est-ce que ça peut être un parcours à l'extérieur et il n'y a pas forcément beaucoup d'herbes à manger et qu'on peut leur mettre à manger au râtelier ou voilà, en râtelier ou on garde le bâtiment ouvert avec l'auge. Voilà. Oui, c'est la levée, enfin l'interdiction porte sur un élevage fermé en fait. Hein. C'est l'élevage en bâtiment qui est interdit en fait. Hein. On ne peut pas finir des animaux en bâtiment simplement. Donc par contre, si l'animal a un accès à une aire d'exercice extérieur dans laquelle il y a de l'affouragement, voilà, c'est quelque chose qui peut être accepté en effet. D'accord. Mais avoir des animaux dans une zone vraiment très limitée à l'intérieur, non, il faut qu'il ait un accès à une aire d'exercice extérieur ou un parc. Non. Donc l'aire d'exercice extérieur sera tolérée, ce ne sera pas obligation d'accès à un pâturage? Ça peut être l'aire d'exercice extérieur, tout à fait, oui. Ouais. Ok, il y avait une question sur les bâtiments, mais du coup, ça a été répondu, je pense, après Dorian, quand tu dis s'il faut repréciser. Et par contre, moi, j'ai eu plusieurs questions sur... on revient un peu sur cette histoire de gestion des dérogations, mais je crois que c'est pas très clair pour tout le monde, notamment pour la pose d'élastique coupe-queue. Est-ce qu'on peut faire une demande de dérogation annuelle? Parce qu'on dit qu'on va avoir des annulages quand même tout au long de l'année, par exemple, ou sur plusieurs périodes.
Est-ce qu'il faut à chaque fois faire la dérogation ou est-ce que ça peut être une demande de dérogation annuelle? Vu que la justification est la même pour tout le lot et enfin pour tout l'élevage, avec la pratique qui se fait de la même manière, voilà, est-ce que c'est par animal, est-ce que c'est par lot, est-ce que c'est par année? Voilà, on disait que c'était au cas par cas, qu'est-ce que ça veut dire le cas par cas? Le cas par cas, enfin, dans ce qui est entendu, en fait, il faut que ce soit en effet des pratiques. Enfin, il faut que ce soit une demande qui soit renouvelée, quoi. Alors, ça peut être au moins tous les ans, hein, selon les lots qui vont être sortis. Mais après, il y a des périodes qui sont plus, c'est au moins une fois par an en ce qui concerne la coupe de queue, par exemple, quoi. Donc C'est à une chaque fois fois. par an, ça peut suffire. Ah, ça peut suffire si l'ensemble des pratiques sont faites sur cette période-là, quoi. Enfin, il faut que ce soit, voilà. Mais c'est plus quelque chose qui est en fait, c'est plus faut l'entendre comme une pratique. Enfin, tous les pratiques, ce type de pratiques, dès qu'on intervient sur des animaux, dans ce sens-là, il faut que ce soit justifié. Il ne faut pas que ce soit des choses validées sur plusieurs années, quoi. Il faut toujours que ce soit renouvelé. Ouais. Donc, ça doit se renouveler au moment où c'est nécessaire. Donc, ça peut être une fois par an. Essentiellement, c'est toujours s'il y a un regroupement des annulages, etc., ça sera fait sur la même période, en effet, quoi. Tout dépend, en fait, des situations. D'accord, ça sera défini avec son organisme certificateur, du coup? Non, je pense que ce sera calé. Moi, je pense que là-dessus, Gisèle, peut-être tu peux compléter aussi, mais ce sont des pratiques qui doivent être, à mon sens, renouvelées. Enfin, les demandes doivent être renouvelées à chaque opération, à chaque fois que c'est nécessaire, quoi. Oui. Je pense que pour les annulages, justement, il va y avoir les périodes parce qu'il est demandé dans le formulaire, il est demandé la période prévue de l'intervention. Donc, je pense, enfin, j'espère, on va pas le faire à chaque fois qu'il va y avoir un annulage, mais sur une période, quoi. Donc, si vous avez 2 saisons d'annulage dans l'année, s'il y a du désaisonnement pour certains ou des choses comme ça, il faudra le faire peut-être 2 fois. Mais on est, je pense, aussi un peu en cours de calage là-dessus, parce que initialement, c'était par tacite reconduction que c'était mené sur l'ensemble des exploitations. Bon, la question a été posée aussi par l'INAO pour essayer d'alléger le nombre de dérogations. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de la Commission européenne. Donc, on pense qu'on n'en aura pas parce qu'il y a eu un gros débat lors de l'audit de l'INAO sur ces dérogations-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à les gérer aussi aujourd'hui, hein, il faut le reconnaître. Donc, j'espère que qu'on pourra peut-être arriver à de l'annuel quand même, sur les annulages notamment. Mais c'est pas acquis. Par contre, sur de l'écornage, et notamment sur de l'écornage sur des adultes ou comme ça, là, ça sera vraiment au cas par cas à chaque fois qu'il y a des animaux concernés. Je pense que ça répond aussi à la question de quelqu'un qui pose la question sur la castration des bovins et les cornages au crayon. Donc, il y a aussi une demande de dérogation obligatoire. Castration, il n'y a pas de dérogation sur la castration. Hein. C'est interdit, du coup. Non, il n'y a pas. Non, c'est possible. Il n'y a pas de demande de dérogation. Il n'y a pas de demande de dérogation en castration. C'est autorisé la castration des bovins. Si je dis pas de bêtises, oui. Et l'écornage au crayon, donc là, il y a besoin d'une dérogation. L'écornage, quoi, de manière générale, quoi. Oui, voilà. Et l'écornage des adultes, hein, surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La castration, c'est à l'article 1.7.10 de l'annexe 2, partie 2. La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans les conditions prévues au point 1.7.9. Et le point 1.7.9, c'est un âge adapté et limiter la souffrance des animaux, enfin, anesthésie, analgésie. Bon, ça rentre pas dans le formulaire. Pas de dérogation nécessaire. Dans la demande en ligne.
Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je regardais juste sur le fichier des questions qu'on avait pu recevoir. Ouais, j'en vois pas de nouvelles. Ah oui, pardon, sur le fichier, excuse-moi. Voilà, ou sinon c'est le moment de remettre les questions si jamais on n'a pas bien répondu. Donc, castration autorisée sans dérogation en ovin comme en bovin. Oui, il n'y a pas de définition précise, donc oui. Ok. Et voilà, bah, il y avait, c'est vrai que cette histoire de se fournir en poulet bio qui posait question, parce que nous, c'est vrai que il y a beaucoup de petits élevages bio, et donc ça, c'est quelque chose qui pouvait inquiéter. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc de voir quel outil on peut avoir pour recenser les éleveurs de poulettes bio, pour faciliter, notamment pour des maraîchers qui ont des ateliers de poules pondeuses bio, et qui sont pas forcément dans des élevages intégrés et très intégrés au niveau de la filière. Donc, c'est plus en termes d'outils pour se retrouver les uns et les autres, que ça ne dépend pas d'une dérogation. Une quête d'accompagnement aussi. Je vais peut-être vérifier auprès de mes collègues que la plateforme ne les intègre pas, que je ne vous ai pas dit une bêtise. Je vois une question, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment répondu, enfin, ou peut-être je me trompe, l'évolution sur l'obligation de pâturage pour les agneaux. J'imagine pour ceux qui naissent l'hiver là en bergerie et en montagne qui peuvent pas sortir du tout de leur vie, je pense. Il y a des cas comme ça? Oui, alors du coup, ça c'est des choses qui sont c'était déjà actuellement des points qui étaient prévus dans le guide de lecture, dans l'ancien guide de lecture, hein, sur l'engraissement des agneaux sur les périodes hivernales. Donc là, il y a en effet, il n'y a pas d'obligation de sortie quand il y a des conditions climatiques ne le permettent pas, quoi, par exemple. Donc ce sera toujours, c'est toujours le cas. Ça ne change pas. Mais après, c'est ce que je vous ai dit concernant les aires d'exercice extérieur, ça s'applique à, c'est donc les modifications qui sont à faire au niveau des bâtiments, quoi. Donc ça suppose quand même de revoir dans certaines situations le mode d'élevage pour permettre justement à ce que ces animaux-là aient accès à des aires d'exercice. Ouais, pour apporter un petit complément sur cette question-là, effectivement, il y a pu y avoir des décisions qui ont pu être prises par le CNAB en termes d'âge de sortir dans l'accès à des aires d'exercice extérieur ou au pâturage qui ont été définis chez les bovins. Et c'est vrai que pour les caprins et les ovins, c'est encore quelque chose qui est encore un petit peu flou au niveau des âges auxquels l'obligation de sortie, d'accès à une aire d'exercice extérieur ou de pâturage sont encore à déterminer voilà, par rapport au stade physiologique. Et donc, lorsque les conditions le permettent, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en hiver, quand il neige, il n'y a pas cette obligation-là. Et il y avait quand même une dérogation, une précision qui existait dans les guides de lecture là, par rapport aux agneaux notamment, par rapport à la considération de la phase de transition, de transition de l'alimentation, notamment par rapport à l'accès éventuel au pâturage. Qu'il était possible de ne pas faire sortir les agneaux au pâturage pour éviter des périodes de changement d'alimentation juste avant la finition qui pouvaient être compliquées à mener. Donc ça, c'est toujours repris dans le règlement actuel, hein, il me semble. Oui, c'est repris en fait là-dessus. Hein. C'est des choses qui sont que l'on en tient compte comme précédemment, en effet. Ouais, ça ne change pas là-dessus. Une autre question par rapport au bien-être animal, il y avait une notion de de faire les interventions de mutilation par des personnes qualifiées, en lien éventuellement avec une formation bien-être animal qui va devenir obligatoire. Donc là, c'est au-delà du cadre du bio. Hein. Donc c'est ça au niveau des personnes qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire les personnes qualifiées pour intervenir sur
sur des opérations de type mutilation, enfin, type de castration ou ce genre de choses-là? Alors, ce sont des personnes, en effet, alors soit c'est l'éleveur qui le fait à partir ça peut être l'éleveur qui puisse le faire à partir du moment où il a été c'est supervisé par un vétérinaire ou sur des consignes particulières. Mais il faut qu'en effet, il puisse prouver qu'il a, que ce soit, on ne demande pas une formation assermentée à chacun, quoi, mais il faut qu'on arrive à encadrer au mieux les pratiques que font les éleveurs sur leurs animaux. Donc, on leur demande de l'expérience, on leur demande de décrire leur pratique le plus précisément possible pour mieux encadrer derrière, et puis au besoin, derrière, s'il y a des formations à faire, à former. Mais les personnels qualifiés, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'on entend, c'est d'avoir des personnes avec une expérience en la matière, et du coup, nous, on demande des garanties en demandant de décrire comment ils procèdent, en fait. C'est le but de la dérogation. Ça vise à justement demander l'ensemble des garanties, et puis considérer des pratiques comme comme apportant le moins de souffrance aux animaux, quoi. Donc il y a une certaine validation des pratiques, il y a un enregistrement des pratiques qui se mettent en place, quoi. Mais quelqu'un de qualifié, ça peut être l'éleveur en lui-même qui peut être qualifié, bien sûr, quoi. C'est votre question. Oui, il n'y a pas forcément de lien avec une formation spécifique, et notamment là, on imagine potentiellement un lien avec la nouvelle réglementation bien-être animal qui est sortie là au-delà du cadre du bio, hein, avec l'obligation dans certains élevages d'avoir des référents bien-être animal. Donc c'est pas forcément ces personnes-là qui devront effectuer les manipulations en question. Ouais. Non, pas directement, non, mais par contre, il faut qu'on arrive à encadrer au mieux les pratiques, et en intégrant justement les procédures, les références, enfin tout ce qui est les bonnes pratiques, reprendre les bonnes pratiques qui existent en la matière au niveau de la souffrance des animaux. Donc c'est ces choses-là que l'on va encadrer dans le cadre des dérogations. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour des questions à peu près. Je pense qu'il reste quelques participants. On va clore ici, je pense. Hein, Colline et Gilles, vous êtes d'accord? Grand merci Gilles, merci beaucoup vraiment pour ton intervention, et merci Colline d'avoir tenu ce rôle, de récupérer toutes les questions. Merci à tous. Donc je vous rappelle qu'on c'est enregistré, donc ça va être disponible en replay sur les sites Bio de PACA et Chambre d'agriculture.